Cube Radio. Richard, je veux absolument que tu mettes le petit chapeau du Père Noël pour le devine qui vient souper de ce soir. Ça te va tellement bien. On fait un devine qui vient souper spécial, revue de l'année, temps des fêtes. C'est rien passé cette année. Ben, c'est vrai. C'est rien passé. Vraiment, rien que des élections américaines, rien qu'une pandémie mondiale, oui. Rien passé. Rien que des actes de terrorisme, rien que, écoute, c'est quand même assez particulier. On peut se le dire, on a le droit d'ouvrir une bouteille de vin parce que 2020, ça a été une année de schnout, de caca, de merde, une année vraiment pourrie. Pour cette revue de fin d'année, on reçoit qui? L'année passée, on avait eu Benoît Dutrisac et Mario Dumont. Ouais. Et c'est avec eux qu'on avait fait la revue de l'année. Et là, c'est Emmanuel Latraverse et Pierre Nantel. Oui, ben deux collègues super appréciés de Cube, de TVA, de l'Empire, qui sont aussi chroniqueurs au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et ça va être intéressant parce qu'on va voir la parité. Un homme, une femme, hey. ça va être parfait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Pierre Nantel, donc, a déjà été politicien, donc il connaît les deux côtés aussi de la médaille quand on parle de politique. Et c'est deux personnes extrêmement sensibles. Donc, je pense que ça va être de belles discussions. Emmanuel parle beaucoup, elle est collaboratrice dans mon émission à Cube et elle parle beaucoup de la pauvreté. C'est rare, quoi. C'est un sujet dont on parle rarement, les chroniqueurs. Moi, j'en prends pas de vin. Ah, excuse-moi. C'est bien la première fois que je sers du vin puis que je leur repose la bouteille après. Attention, si tu me donnes pas de vin, m'en avoir les chèques. Là. Est-ce que t'aimes ça, le petit... Alors, donc, elle parle beaucoup de pauvreté. Elle va certainement revenir là-dessus en disant que ça a accentué les inégalités qui existaient dans la société québécoise. Viens-tu dire ça là, toi? Non. Ça a. Ça là. Tu viens de dire... Oui, t'as dit ça là. Ça là? Tu peux pas être marié avec moi et dire ça là. Ouais. Si j'avais pas de vin. Ouais. Ça m'a troublé là, que tu... Ça l'a l'air, puis à cause que... Puis non, ça marche pas là avec moi. C'est parce que la prochaine étape, c'est qu'on va se réveiller. Je vais me réveiller dans ton lit demain matin, puis tu vas me dire « Bon matin, ma chérie ». Oui, puis si on irait... Oui, ça, tu sais que c'est une cause de divorce. Fait que, écoute, ça a l'air que on reçoit deux super bons invités ce soir. Je suis très contente de passer en revue cette année. Écoute, je pense que c'est peut-être un cliché, mais le meilleur et le pire. Hein? On a connu le meilleur et le pire, des moments de découragement. Écoute, quand on a commencé l'année, on se doutait pas que ce tsunami-là s'en venait vers nous. Mais il faut le dire et le rappeler, nous sommes quand même des privilégiés, les quatre autour de la table. Absolument. Et les gens qui travaillent à l'émission, on travaille, on a une job, on n'a pas perdu notre job. T'imagines les gens qui ont perdu leur job, qui ont perdu leur investissement dans leur commerce, qui ont dû fermer. Ça, c'est élevé. Ben, tout à fait. Nous autres, on a dû porter le masque, puis on a dû rester un peu plus souvent chez nous. Correct, là. Emmanuel Latraverse, elle a une jeune fille et elle cherchait son lutin coquin dans ses boîtes. Ouais. Elle l'avait remisé l'année passée. Elle l'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé le lutin coquin. Et là, sa petite fille était vraiment furieuse. Et elle a dit, Emmanuel, elle a dit, il est en confinement. Non. Parce qu'il était en contact avec quelqu'un qui a la COVID. Le lutin coquin est en confinement. Il ne peut pas arriver tout de suite. C'est donc génial. Dans quelques jours, il va revenir. Fait que là, aujourd'hui, elle l'a appelé. La petite fille, elle l'a appelé sur son cellulaire, puis elle dit, puis as-tu des nouvelles du lutin coquin, maman? Il est-tu correct, là? Bon, on lui donnera un de nos lutins. Voilà. On lui donnera un de nos lutins. Ben oui. Ah, que ça va donc bien aller. Mais moi, sais-tu quoi? Ce que j'ai aimé de cette année, la seule chose que j'ai aimé de cette année, c'est que c'est l'année 2020. Première fois que je l'entends, c'est la personne qui l'a dit. Bon, trinquons. Et attendons nos invités. Toi, tu ris même plus de mes blagues, ça fait longtemps. Bonjour. Buongiorno. Ça va bien? Tu parles d'un décor enchanteur, toi. Quand je pense qu'on est au-dessus de chez Archambault. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Ben oui. Oh, vous nous avez fait un petit décor. Un petit décor de Noël avec des lutins, des regards joli comme surtout. T'as même sorti ton truc. Oui. Puis moi, je vous ai apporté ma croustade. Je vais la mettre au bout. Est-ce qu'elle est légendaire, ta croustade?
Ça, c'est une question qui est quand même pas fine. Es-tu légendaire? Puis grosse pression sur Emmanuel. On va s'asseoir pour que vous puissiez admirer notre beau décor de Noël. Il faut saluer Pierre qui, habituellement, le soir... Ben oui, pas loin de mon dodo, là. Il se couche tôt, là. Habituellement, tu te couches à quelle heure? Bon, 9h15. Ah, ben quand même. On est dans les temps. On est dans les temps. Tu devrais être en train de prendre ton lait chaud. Oui, mon lait chaud, mon petit bain de pied. Hey les amis, merci d'être là pour cette revue de l'année. On est super contents, surtout que vous travaillez tous les deux comme des fous. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé cette année, donc ça va être un peu plat. On a cherché des sujets. C'est ça, il ne s'est rien passé, c'était plate. On commence par les héros et les zéros? Ben oui, on vous a demandé les héros et les zéros de l'année. Et on commence avec toi, Emmanuel, ton héros ou tes héros de l'année en 2020. Moi, c'est mes héros. Ouais. Ce sont les travailleurs essentiels. Là, je parle pas des anges gardiens du réseau de la santé seulement. Je parle de tous les petits salariés qui font que la vie fonctionne. Ouais. On est dans une société où ces gens-là sont pas respectés. Ils sont invisibles, en plus. Ils sont invisibles, ils sont pas respectés. On sait pas qu'ils existent. Là, tu parles de quoi? Les camionneurs? Ouais, les camionneurs, commis. les éboueurs, les commis. Les gens qui font l'entretien, ne serait-ce que ça. Le monde qui... Tous les petits salariés qui font en sorte que notre vie fonctionne. Les éboueurs, les messieurs qui nettoient les rues. Parce qu'il y a quelqu'un ces temps-ci qui dit ça manque d'avocats et de notaires. Non, soudainement, on n'en a plus besoin. C'est vrai. Là, ces gens-là, des courtiers, tout ça, là, c'est pas eux autres dont Mais on pendant a un besoin. bout de temps, là. au mois de mars, on a eu peur qu'ils puissent plus travailler, ces gens-là. Oui, T'as puis on tout à leur fait rendait raison. Puis hommage. on hein, s'est on avait rendu des compte égards. comment, finalement, toute l'organisation de notre société repose sur des invisibles qui sont pas valorisés, qui sont pas respectés. Les préposés aux bénéficiaires. Mais oui, puis je me dis, et les préposés aux bénéficiaires sont comme devenus ce symbole tu sais, de la revanche du travailleur essentiel, parce qu'on a beaucoup parlé d'eux puis du travail vraiment difficile qu'ils font, mais je pense qu'ils représentent en vérité toute une catégorie d'employés, de travailleurs dans notre société, les concierges dans les écoles, tous ces gens-là, on a besoin d'eux, mais d'une manière dont on prend jamais la peine de passer. C'est comme un peu c'est on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'eux au moment où justement on les a comme découverts, mais tu sais dans la vie normale, là, hors pandémie, Bien sûr. Qui les voit voyait le concierge, effectivement, dans l'école? Tu sais, quand en tant que parent, le concierge, on le remarque à peine, il passe la mob dans le grand gymnase. Oui, oui. Puis il y a, ah oui, ça, c'est pas monsieur. attention. Les éboueurs, tu sais. Absolument. Pierre, toi, ton héros, tu nous as dit que c'était François Absolument. Legault. D'un ex-politicien à un autre politicien, parce que tu es capable de mesurer l'ampleur de sa job ou Parce que quand on regarde qui gagne les élections, peu importe le pays, on se dit, tu sais, je sais pas, moi, le peuple a choisi cette personne-là parce qu'il jouait un rôle de président dans une télésérie, ou alors, on l'a trouvé beau, il était fin, sa blonde avait l'air fine. Sur quels critères est-ce qu'on choisit nos élus? Puis je pense qu'on est bien tombé avec François Legault, de toute évidence. En tout cas, à mon sens, il était plus qu'à la hauteur de la situation. Puis à la hauteur aussi citoyenne. Je pense que la grande force de François Legault, ça a été de chercher à communiquer avec le plus grand nombre possible, à acquiescer des problèmes que les gens vivent. Évidemment, les syndicats sont peut-être pas du même avis, mais dans l'ensemble, je pense qu'il tient vraiment bien le gouvernail. Puis honnêtement, je suis heureux que ce soit François Legault qui dirige mon pays dans le contexte actuel. C'est ça. T'as dit mon pays? Ben, attendez que J'adore ça! Non, mais c'est parce qu'on l'entend toujours. Je pense que c'est Emmanuel qui faisait référence à ça l'autre jour dans une de tes analyses sur le fait que les Canadiens de toutes les provinces ont un rapport vraiment majeur avec Ottawa. Leur gouvernement, c'est Ottawa. C'est Ottawa. Tandis qu'au Québec, profondément, c'est pas vrai. C'est sûr, t'as tellement raison. C'est le Québec. On est au Québec. Mais Puis Legault a été tellement rassembleur et moi, je trouve que son ton depuis le début, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles, puis il y a des moments où il aurait dû être plus transparent, puis il y a des moments où il aurait dû être plus ci, plus ça. Mais la façon dont il nous a parlé, tu sais, on va tous se souvenir des premières conférences de presse de 1h de l'après-midi où il nous disait « ça va être difficile, on va passer au travers ensemble ». Puis il nous regardait dans le blanc des yeux
Écoute, moi, juste me rappeler ça, j'en ai des frissons. Puis encore, la façon dont il nous a parlé. Aussi, lorsqu'il y avait tout le débat sur la loi 21, etc., et sa fameuse phrase, c'est comme ça qu'on vit au Québec. Ouais. Tellement. Sans acrimonie, sans le poing sur la table, le côté un peu René Lévesque, un peu de René Lévesque chez François Legault. On est dans une ère où on critique beaucoup les politiciens populistes, là, parce que on pense à Viktor Orban en Hongrie, on pense au Bolsonaro au Brésil, mais Monsieur Legault est un populiste. Mais il a comme redéfini ça. Moi, j'appelle ça le populisme bienveillant. Oui, ben c'est très bien dit. Il tourne les coins ronds dans ses analyses, dans sa façon de présenter les argumentaires, des enjeux complexes, comme les négociations avec la fonction publique, l'enjeu des CHSLD. Pas parce qu'il manquait de préposés que les gens sont morts, parce que les CHSLD n'étaient pas préparés. Ouais, non, mais c'est pas grave. Tu sais, on vend une salade. Là, le monde, ils vont se rassembler, puis... Tu sais, moi, je parle au monde, il est un peu bin sur le bras, puis... Non, mais c'est vrai. Oui, ça, il est bin sur le bras, mais... Mais je vois ça crée un lien de confiance avec l'électorat qui a l'impression que son premier ministre le comprend, l'écoute. Donc, la petite Raphaël veut savoir si la fée des dents passe pareil malgré le confinement. Donc, je veux dire à Raphaël et à tous les enfants que je me suis assuré que la fée des dents va maintenant être sur la liste des services essentiels. Donc, ça va se poursuivre. Puis, je veux rassurer aussi tous les parents, la fée des dents est immunisée contre le coronavirus. Donc, il n'y a pas de danger. La fée des dents va continuer à faire son travail, Raphaël. Donc, merci pour ta question. Je pense qu'en bout de ligne, c'est une des raisons pour lesquelles l'électorat québécois en pardonne tant à M. Legault. Parce que populiste, ça peut avoir un sens très péjoratif. Mais ça peut avoir un sens simplement de dire t'aimes ton peuple, puis tu sais comment utiliser les mots du peuple pour parler au peuple. Mais moi, Emmanuel, je pense que ce que tu viens de dire, Sophie, c'est que les populistes, ça peut avoir une consonance négative. Puis, à mon sens, M. Legault, il est sincèrement populiste. C'est pas un choix stratégique. Tu l'idéalises. Moi, je pense qu'il y a de la tactique politique derrière ça. Et je ne le lui enlève pas. C'est pour ça que je dis un populisme bienveillant. C'est comme, moi, là, je parle au vrai monde, là. Puis, tu sais, il faut que le monde dans les régions, ils me comprennent. Puis, je suis à leur niveau. Puis, tu sais, les nuances, là, constitutionnelles, puis tout ça, là. Mais tu le connais, tu l'as déjà vu. Nous autres, on est allés à un moment donné dans un souper. Il était là. Mémorable. Un souper mémorable. Il était là avec sa femme. Il est comme ça dans la vie, là. C'est ça, je pense. Monsieur, madame, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit peu de René Lévesque dans lui. C'est-à-dire qu'un gars ordinaire, puis qui dit des affaires en haussant un peu les épaules, là, puis... moi, en tout cas, en conférence de presse, quand je le vois, je le trouve tellement naturel. Puis, honnêtement, regarde, je suis un homme majeur et vacciné, j'ai fait de la politique, puis je suis pas gaga devant François Legault. Je suis juste comme content d'avoir quelqu'un qui gère ça comme je le gérerais, comme un bon père de famille. Alors, on a entendu vos héros, puis nous, on va le donner les nôtres aussi plus tard, mais je veux entendre vos héros d'abord. Pierre, toi, on va dire nos héros tout de suite. Ah oui, OK, ben vas-y, dis-les donc, ton héros. Toi, ça te brûle les lèvres, ton héros. Bon, c'est les gens qui ont travaillé sur le vaccin. Je sais pas qui ils sont, là, mais les gens, parce que c'est unique dans l'histoire, c'est une première dans l'histoire de l'humanité qu'on a développé un vaccin aussi complexe en si peu de temps, ce qui démontre lorsque les énergies sont vraiment focusées sur un but. Et je reviens là-dessus. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une guerre qui s'éternisait. Le gouvernement américain a pris toutes les boys, tous les scientifiques, ils ont mis dans le désert. Puis on dit, faites une bombe tellement grosse là, que ça va mettre l'ennemi à genoux. On vous donne un chèque en blanc, trouvez-la. Vous avez 3 mois, ou je sais pas trop quoi, 4 mois. Mais Christy, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Quand tu mets tous les brains ensemble, tous les cerveaux ensemble, avec un seul objectif, et tu imagines, si on mettait, là, toi, le vert, si on faisait la même chose... C'est la chronique que je suis en train d'écrire dimanche. Toi, ça me déprime. Si on mettait tous les scientifiques, là,
Fais-moi un moteur qui marche à la piste, Ben oui. qui fonctionne à l'urine. Mais c'est n'importe quoi, là. Et il trouverait. Mais il faudrait qu'il y ait de l'argent à faire. C'est ma chronique que je suis en train d'écrire pour dimanche. Ça me déprime, cette idée-là. Ça fait 9 mois que l'économie est à terre. OK? On a accepté, comme peuple, là, de mettre notre économie à terre pour sauver des vies. C'est pas tout le monde qui a accepté. Non, mais bon, dans la majorité. Les gens, Sauf à Place Rosemère. Pour sauver des vies, là, on accepte de mettre l'économie à terre. On accepte d'arrêter de sortir. Ouais. On accepte d'arrêter de voyager. On accepte que le gouvernement a un trou de 390 milliards de dollars. Mais là, quand il faut faire des trucs pour les changements climatiques, là, on n'est pas pour mettre l'économie à genoux, puis moins voyager, puis trop dépenser. Voyons donc. Je suis tellement d'accord avec toi. Les changements climatiques, ils vont tuer autant de monde que la COVID, là. C'est clair. C'est clair. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, honnêtement, que c'était une urgence très visible. Il y avait des gens malades dans les hôpitaux, tout ça, puis on a vu ce qui se produisait dans d'autres pays. Alors, potentiellement, on a pu constater, comme tu l'as fait, qu'on est capable de s'arrêter, on est capable de tout remettre en question. Maintenant, une fois la pandémie derrière, est-ce qu'on se remet à voler à gauche, à droite dans des avions, puis à consommer comme des cochons? Mais peut-être qu'il y aura au moins, en tout cas, la cause de tout arrêter, la décroissance, peut-être même, va commencer à intéresser certaines personnes. Ben, les écolos, c'est sûr qu'à la fin de la pandémie, les écolos vont avoir ton discours, Emmanuel, ils vont dire, regardez, pourquoi pas nous? Vous l'avez fait, là? Ouais. On est capable, là? On peut-tu faire la même chose? Sauf que on ne voit pas l'urgence. L'être humain ordinaire voyait l'urgence avec la COVID, mais c'est encore très abstrait, les changements climatiques. T'as beau, Christy, multiplier les images d'iceberg qui fondent puis qui se détachent puis de banquises et tout ça, ça rentre pas encore dans la tête. Puis t'imagines le nombre de gens de courte vue qui vont faire des manifs avec des gros pick-up qui crachent à boucan noir pour dire « Hey, on veut continuer, on s'en fout. » Non, mais il va en avoir encore bien plus. On est dans la rue en train de dire j'aime la Terre, j'aime la planète. Puis qu'est-ce qu'on fait? On se revire de bord puis on commande 3 repas pré-emballés et pré-coupés de chez Good Food. Parce que c'est donc génial de pas avoir à se casser le bicycle pour savoir ce qu'on va manger pour souper. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Toi aussi? Nous aussi. Toi aussi? Hey, Pierre, On essaie de récupérer les sacs de glace. Oui, mais c'est... Mais non, je le sais. J'ai honte. C'est un paradoxe. On met ça dans le recyclage après. Mais oui, mais le recyclage de plastique, là, c'est un mythe. Là. Il recycle pas le plastique. Ouais. Et ce soir, on va manger de la nourriture qui vient dans une boîte. On va manger du petit poulet puis tout ça. Bon, moi, je vais arriver avec mon héros. Puis là, je l'ai dit tout à l'heure à Richard, c'était quoi mon héros? Puis Richard était pas d'accord avec moi. Il comprenait pas en quoi c'était un héros. C'est normal, c'est ton chum. Ah, c'est normal. Puis ça fait 18 ans qu'on est mariés. Mais moi, mon héros, c'est Samuel Paty. Parce que cette histoire-là est peut-être une des histoires les plus tristes. Oui. Qui est mort décapité, donc, par un terroriste islamiste. Et Richard, il disait, c'est pas un héros. Je dis, mais il est mort, son acte héroïque, c'est qu'il s'est fait tuer. Non, son acte héroïque, c'est que, sachant pertinemment à quel point ça pouvait être controversé, il a quand même choisi de présenter à ses élèves les caricatures de Charlie Hebdo. Et après ça, il a été confronté par des parents. Il a maintenu son point. Il a maintenu le fait que non, il fallait pour défendre la liberté d'expression. Donc, pour moi, c'est un héros au même titre que d'autres personnes qui sont mortes pour leurs idées. Pour lui, c'était extrêmement important de sensibiliser ses étudiants. Écoute, il y a des professeurs d'histoire, géographie. Tu exclus le manque de jugement, pareil. Et c'est comme si... Manque de jugement. Oh, là, on va se chicaner par contre. Non, mais moi, je suis absolument d'accord. Je suis pas certaine que quand tu donnes un cours sur la liberté d'expression dans ce quartier-là de la France, dans ce secteur-là, à des élèves de 13 ans, c'est vraiment l'outil approprié. J'ai un doute sur si c'est l'outil approprié pour des élèves de cet âge-là, dans ce milieu-là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'un enseignant donne un enseignement différent selon qu'il est en banlieue ou qu'il est dans un milieu... Non, je pense qu'il faut qu'un enseignant trouve les moyens les plus appropriés pour susciter une réflexion chez ses étudiants. Et je suis pas... Ça aurait été dans une classe d'élèves de 17 ans, j'aurais moins d'enjeux qu'avec les élèves. Quand t'as 13 ans, t'es pas capable de regarder des caricatures de Charlie Hebdo. Donc, à ce moment-là, des enfants de 13 ans, on va pas leur enseigner la Shoah parce que des gens qui sont brûlés
dans des fours crématoires, c'est raide pour des enfants de 13 ans. Fait qu'on va les protéger, les petits-enfants, puis on leur parlera pas de ça. Je suis pas certain que tu es obligé de les choquer culturellement. Il y avait un geste de provocation dans mon Non, il y avait aucun geste de provocation. Il y a rien de tout ça qui justifie ce qui lui est arrivé. Je suis 100% solidaire du discours du gouvernement français là-dessus. De Macron, ouais. Je pense qu'il faut pouvoir enseigner, dire les choses. Mais j'ai quand même un petit malaise sur le fait que cet enseignant-là, dans ce secteur-là, dans ce quartier-là, à ces étudiants-là, ait posé ce geste. Parce que je suis née en France, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans. À 12 ans, je suis arrivée ici, donc je connais bien la France. En France, il y a un principe qui est vraiment essentiel, c'est que tu n'es pas un citoyen de Seine-Saint-Denis ou un citoyen de Lyon, tu es un enfant de la République. Ouais. Et l'école française, l'éducation nationale, c'est pour ça que ça s'appelle l'éducation nationale, part du principe que tu es un enfant de la République. Mm-hmm. Donc, il ne viendrait pas à l'esprit d'un enseignant français de dire « je vais enseigner une matière différente ou je vais l'enseigner différemment selon l'endroit où je me situe géographiquement. » Mais il met pas dans toutes les classes les caricatures de Mahomet à des enfants de 13 ans sur la liberté d'expression. Mais lui, il a choisi de le faire et il en a payé de sa vie. Et l'autre chose que je veux juste dire une affaire... Non, c'est moi qui parle. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Mais je veux juste finir avec une chose, c'est que Samuel Paty, il a été tué parce qu'il a montré les caricatures de Charlie Hebdo. Les gens qui sont morts le 13 novembre 2015 au Bataclan sont morts parce qu'ils sont allés voir un spectacle. Les gens qui étaient à la terrasse en mois de novembre 2015 sont morts parce qu'ils étaient à une terrasse. Les gens qui sont morts le 14 juillet à Nice sont morts parce qu'ils se promenaient sur la promenade des Anglais. Et tous ces morts-là, c'est la même chose. Je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas qu'il mérite ce qui lui est arrivé. Je suis pas du tout dans cette logique-là. Je suis outrée de la réaction du premier ministre Trudeau à ça, mais il serait pas mon héros juste parce que moi, j'ai quand même un malaise avec son jugement. Ben, ça provoque les terroristes, en tout cas. Ben voilà, mais tu respires, ça les provoque. Je suis pas sûr que le héros serait Samuel Paty, mais le zéro serait le gars qui l'a tué, effectivement. Oui, ben ça, on est d'accord. Ça, évidemment... il y a unanimité. Bon, ça, absolument. Et un zéro adjacent à Justin Trudeau pour ses déclarations niaiseuses sur la liberté d'expression, quand même, là. Non, mais j'étais pas fort, là. Non, moi, c'est rare que je tombe en bas de ma chaise, là. Non, mais tu sais, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. J'en ai vu, j'en ai entendu des niaiseries. Et c'est la fois, tu dirais, qui est la pire. Mais il y a des fois où vraiment, j'en ai le souffle coupé. De Justin Trudeau? Et celle-là, j'en ai eu le souffle. Ouais. C'était tellement gros, ce qu'il a dit, que, tu sais, c'est comme dans un dessin animé, tu fais « tchic, voyons ». Tu fais allusion à son crier au feu dans un cinéma bondé. Crier au feu dans un cinéma bondé, puis il doit y avoir des limites qui sont là où tu blesses les gens. Allô? Et c'est particulier parce que Stephen Guilbeault a dit la même chose à tout le monde. Stephen Guilbeault a dit la même chose, ministre du patrimoine, donc équivalent du ministre de la Culture, qui dit lorsque vous vous exprimez, vous devez tenir compte des susceptibilités de tous et chacun. Mais M. Trudeau aussi avait dit ça. Oui. On ne dira plus rien parce qu'on est dans une société d'hypersensibles où tout le monde est offusqué à n'importe quoi. Mais c'est encore pire, c'est que c'est la preuve que comme il a utilisé le même langage que le premier ministre. Et voilà. Donc, c'est que c'est des lignes de presse. Exactement. Ils ont vraiment pensé. Et moi, tu sais, c'est un débat qui est super difficile, celui sur la liberté d'expression. Pour preuve, on peut être d'accord sur le fond de l'importance du débat. Oui. On peut être d'accord sur des nuances comme la manière. Sophie et moi en ce moment. Mais il y a un principe inaliénable derrière ça. C'est que la liberté d'expression, elle compte seulement quand elle te dérange. Bien sûr. Ah, oui, ça, c'est bien dit. Oui. Et c'est malheureux, mais c'est ça le prix de la liberté. Parce que sinon, c'est pas la liberté d'expression. Quelqu'un qui dit la même chose que toi ou quelqu'un qui dit quelque chose de consensuel, on est dans la marmite sa liberté n'est pas remise en question. Et que le premier ministre du Canada aille dire ça, c'est ahurissant. Mais d'abord, c'est un déni des lois. Parce que les lois au Canada, la seule limite à la liberté d'expression au Canada, c'est l'invitation à la haine ou diffamation. Mais sinon, donc, il allait même à contre-courant des lois de son propre pays. Mais c'est comme s'il n'a pas réfléchi. Et moi, c'est ça. Et pourtant, comme tu dis, ce sont des lignes de communication de toute évidence. Mais moi, c'est dans la boîte de messages libérales. Que M. Legault dise une niaiserie, qui parle de 7000 tests au lieu de 7000 vaccins. Tu sais,
les politiciens ont énormément de pression sur les épaules. C'est comme, tu sais, ils sont bombardés. Il faut qu'ils sachent tout sur tout le temps. Qu'ils fassent des gaffes, qu'ils s'enfargent. Ça arrive, tu sais. Mais c'est quand même un débat. Puis moi, je me lève pas le matin pour penser à la liberté d'expression, là. Tu sais, c'est pas, non, mais tu sais, sérieux, là. Mais quand j'entends le premier ministre dire ça, je suis capable, en dedans de 15-20 minutes d'y penser, là, de dire, voyons. Tu sais, moi, d'avoir, alors, tu dis, il n'y a pas réfléchi. Et c'est ça, moi, qui me trouble. Pourtant, il y a très réfléchi. C'est dans la boîte de com du Parti libéral. Et ce qui est surprenant, en plus, si on revient à Samuel Paty, c'est que lui, c'est un ancien prof et qu'il a pris, combien? C'était 11 ou 12 jours avant de dénoncer le fait que Samuel Paty avait été décapité, alors que, pas faire de favoritisme ou quoi que ce soit, mais Erin O'Toole, dans les heures qui ont suivi, a dénoncé et a offert sa solidarité avec le peuple français. C'est intéressant, ça, parce que la liberté d'expression et les périls de la rectitude politique autour du racisme systémique, en tout cas, tous ces trucs-là, c'est un enjeu de la droite depuis très longtemps. Absolument. Mais c'est un enjeu dont la droite avait honte. Dans le sens que ça servait à mobiliser ta gang de crinqués, puis à ramasser de l'argent pour ton parti. On parle-tu des Le Pen, là? Non, mais c'est un truc qui tient à cœur à la base militante. Fait que, oui, t'en parles, mais c'était un petit peu honteux, tu sais. Et moi, ce que je trouve que c'est un des phénomènes de cette année, c'est que cet automne, c'est que dans la foulée d'une série de débats très différents, le débat sur la liberté d'expression est devenu un débat légitime sur la place publique qu'on ne peut plus exclusivement étiqueter comme étant un débat de crinqués à droite. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de crinqués maintenant du côté gauche, là. C'est ça. Ben oui, parce que de toute façon, je vais faire un parallèle un peu peut-être oiseux et boiteux, mais ce qui vient d'arriver avec l'Association des libraires qui retire la liste de François Legault parce qu'il y a 2-3 pecnos dans le monde littéraire qui ont dit « Ah, moi, je suis pas capable de voir le nom de Mathieu Bock-Côté, ça me donne de l'urticaire, je fais des convulsions puis j'ai besoin d'un safe space. » Ben, c'est un débat sur la liberté, la liberté d'expression, ça n'est que ça. Parlant d'essai, prochain, Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, bon, j'ai choisi l'empire du politiquement correct. Pourquoi Mathieu Bock-Côté? Mais qui aurait cru en commençant l'année que ça allait être au cœur de nos préoccupations? Non, c'était GND qui avait écrit un essai, là. Évidemment. Pas le chat qui aurait voulu qu'on l'interdise, hein? Non seulement ça. Je le dis en tout respect pour les essais de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est juste... Mais si François Legault avait dit... parmi mes lectures de l'année, il y a un essai extrêmement important. C'est Martine Delvaux qui a écrit Boys Club. Tu penses que ça aurait été son Joker passé tout droit? Il aurait aurait pas été condamné? Jamais personne n'aurait rien dit. Les gens auraient complètement oublié même la loi 21 puis le racisme systémique. Les gens lui auraient donné la bénédiction en disant « Mon Dieu, c'est donc intéressant, ces recommandations. » Puis tout le monde aurait applaudi l'Association des libraires. Parce que personne l'a lu, Boys Club, puis la majorité des gens savent pas c'est quoi. Alors que Mathieu Bock-Côté, c'est le fun de le honner comme symbole de la droite nationaliste. Mais donc, tu penses que l'essentiel du blâme, c'est relativement à sa recommandation de Mathieu Bock-Côté et pas dans sa prestation en général. Là. C'est deux trucs. C'est lui. Ouais. Lui, on veut pas qu'il donne ses conseils de lecture parce que tu sais que Luc Ferrandez, au 98.5, a dit il y a seulement les gens de gauche qui lisent des livres. Les progressistes. Il a dit il y a seulement des progressistes qui achètent des livres. Donc, pour plusieurs personnes de cette gang-là, les gens de droite sont des imbéciles. Tu sais, Stephen Harper vient d'écrire un essai qui était très intéressant sur le populisme. Un très bon essai. Oui. Et pourtant, il y a un gars qui envoyait des livres régulièrement parce que pour lui, dans sa tête... Stephen Harper était un niaiseux. Tu sais. Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que pendant des années, on a cassé du sucre sur le dos de Stephen Harper à lui envoyer des livres et à se moquer et rire du fait qu'il ne commentait pas sur les livres qu'il lisait. Mm-hmm. Puis après ça, on va reprocher à François Legault de faire ce qu'on demandait à Stephen Harper de faire. Oui, mais c'est parce qu'il suffit pas de lire et il suffit pas qu'un politicien dise qu'il aime lire. Et il suffit pas qu'un politicien dise qu'il aime les livres québécois, il faut qu'il aime les bons livres. Parce que au Québec, maintenant... Il y en a des bons et des pas recommandables. Il y a des gens bien et il y a des gens pas bien. Il y a des femmes
que les féministes vont défendre parce que c'est des femmes bien. Et il y a des femmes que les féministes ne défendront pas parce que c'est des femmes pas bien. Et la même chose, il y a des livres qu'on a le droit de lire qui sont formidables. C'est extraordinaire qu'on vende ces livres-là. Mais il y a d'autres livres qu'il faut pas lire, qui sont mis à l'index. Et c'est absolument hallucinant. En tout cas, pour terminer sur la liberté d'expression, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans notre maison, c'est extrêmement important la liberté d'expression. Quand Sophie dit non, je dis non. On a passé en revue vos héros. Maintenant, on va passer en revue vos zéros. Pierre, ton zéro de l'année 2020. Je rappelle que ton héros, c'est François Legault. Ben oui, mais c'est très clair que c'est Donald Trump. Je veux dire, honnêtement. Oh mon Dieu, je n'ai même pas pensé. Depuis le début de son élection, tout le monde s'arrache. Tu peux l'échanger avec lui, si tu veux. Mais il est au maximum de son délire cette année. 2020, ça aurait été l'année de tous les dangers avec Donald Trump. Et même que ça se termine actuellement avec une certaine inquiétude relativement. Oui. C'est peut-être qu'il a commandité ou pas les attaques du Mossad. Je veux dire, c'est absolument perturbant. C'est un impact général sur toute la planète. Évidemment, moi, je suis pas américain. Ce qui me préoccupe ici, c'est le fait que ses politiques internationales, sa collaboration, sa façon de voir. Moi, je suis resté client j'attends beaucoup des États-Unis. Je suis pas, j'essaie dans un... T'es pas un anti-américain primaire. Ben, c'est ça, même profondément, je te dirais que je suis nostalgique de ces États-Unis qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, puis qui ont amené, qui ont bien profité, évidemment, de leur colonisation, liée à leur victoire. Mais il y avait quand même un idéal américain dans lequel j'ai grandi. C'est bien dit, ça, ouais. Oui. Puis je suis nostalgique de ça. Et Donald Trump a tout détruit, cette image au niveau politique. Et quand j'avais une conversation avec, je pense que c'était avec Luc La Liberté, on parlait de la nouvelle équipe de Joe Biden qui venait d'être annoncée. Puis je dis, ça fait du bien de voir ça, tu sais, c'est comme un all-star team. Puis il a dit, oui, mais il dit un petit peu trop. Parce qu'on dirait qu'on n'a pas appris des leçons de Donald Trump qui nommait, des gérants de brasserie aux affaires internationales. Ben oui. Fait que, ultimement, je pense que Donald Trump, ça a été un passage atroce pour les États-Unis. Au Parti républicain. Ah ben oui, c'est un grand parti. C'était quand même le parti d'Abraham Lincoln. Et moi, Reagan, je trouve que c'était quand même un bon président parce que c'est quand même lui qui a mis l'URSS à genoux, là. Ouais. Quand même, mais c'est un grand parti. Et là, qui se sont dit, ce gars-là est un coucou. On sait qu'il est un coucou. On va se boucher le nez et parce qu'il va nous mener à la Maison-Blanche. Donc, ils ont fait un pacte de Faust, un pacte avec le diable, avec lui. Et ils ont salopé leur parti et ils ont salopé leur pays et leurs institutions pour avoir le pouvoir pendant 4 ans. C'est dégueulasse. Mais le problème demeure entier aux États-Unis. S'il y a autant d'Américains qui appuient Donald Trump, c'est parce qu'il y a un rejet massif des élites politiques dans leur ensemble. Et c'est vrai que le Parti républicain a répondu à ça d'une manière mièvre, sans courage, en donnant les clés du char à Donald Trump, mais on demeure dans un contexte où le problème en 2020 demeure aussi entier qu'en 2016 et où malheureusement, moi, je ne vois pas dans le Parti démocrate un parti qui a compris, qui a entendu, qui a répondu à ça, et je le vois encore moins dans les grands médias américains. Puis toi, tu avais écrit une chronique, Richard, où tu disais le Trump va peut-être partir, mais le Trumpisme va rester. Oui, mais moi, je rêve, toutes ces valeurs-là. Je rêve d'un Trumpisme sans Trump. C'est-à-dire qu'un mouvement politique qui est un peu l'équivalent des Gilets jaunes, qui dit il y a des perdants de la mondialisation, le Rust Belt, on sait c'est qui, là, Joe Sixpack, qui a perdu sa job, l'entreprise, lever les feux, était allé en Inde ou en Chine et tout ça. Alors, puis il voyait Hillary Clinton, qui est une bourgeoise multimillionnaire, qui était complètement déconnectée du monde ordinaire. Trump leur parlait, sauf que malheureusement, le Trumpisme était intéressant, il y avait le mauvais véhicule. Il y avait Donald Trump qui est complètement capoté. Mais c'était une mauvaise solution à un problème qui est réel.
Oui, c'est ça. Trump posait les bonnes questions, mais apportait peut-être des mauvaises réponses. La mauvaise réponse. Ce qu'on peut dire avec Marine Le Pen. Hein. Elle pose des bonnes questions, elle arrive avec des mauvaises réponses. Mais de toute façon, ça, ne serait-ce qu'au-delà de la politique et tout ça, mais la façon dont il a géré la pandémie, écoute, on est rendu plus de 250 000 morts. Je veux dire, c'est des morts qui auraient pu être évitées. La façon dont il a géré ça, c'est absolument épouvantable. Alors, tu peux dire, un président qui prend des mauvaises décisions, ça peut avoir des impacts économiques, mais là, ça a été une question de vie ou de mort pour ses citoyens. Et ça, tu pourras jamais le rattraper. Une économie, ça peut se rebâtir. Des vies perdues, tu peux pas les retrouver. Alors, Trump est ton zéro de l'année 2020. Ça tombe bien parce qu'il sera plus là en 2021. Emmanuel, toi, ton zéro de 2020. OK, moi, c'est vraiment comme plus petit. Non, mais c'est intéressant. Les leaders syndicaux du monde de l'éducation et de la FAE. Ah, bon, c'est un bon point. Monsieur Mallette, je suis pas capable. Puis pas parce que j'en ai contre les syndicats, loin de là, mais ça incarne la raison pour laquelle, je crois, les syndicats n'ont plus le poids dans le discours public qu'ils avaient avant. On est dans une pandémie où je comprends que les relations sont tendues entre le gouvernement et les syndicats. Mais à un moment donné, là, tout le monde a fait son possible. Il n'y avait rien de parfait. On travaille, tous les gens qui nous écoutent travaillent dans une entreprise où, au début, c'était vraiment un peu carré, les règles de sécurité, le purel, tout le monde a comme... Tout le monde a trouvé des solutions. Les infirmières sont rentrées travailler, les préposés aux bénéficiaires sont rentrés travailler, les médecins sont rentrés travailler, les concierges. Puis la seule chose qui compte dans le discours qu'on entend de ces leaders-là, c'est de rouspéter, de gueuler, de critiquer, comme s'ils avaient perdu de vue le sens de la responsabilité qu'ils ont. Peux-tu, je veux dire, les infirmières, ils font des manifestations parce qu'ils sont épuisés, les préposés aux bénéficiaires, mais ils remettent pas en question le travail qu'ils font. Moi, il n'y a pas un plus beau métier sur Terre que d'enseigner. Il n'y a pas une plus grande responsabilité sociale. Tu ne sentais pas cette passion-là pour le métier chez et on ne le sent pas chez eux. Et je trouve ça tellement malheureux. Puis c'est pas parfait, là. Je prétends pas que l'Ontario est une province parfaite, mais c'est quand même remarquable. Moi, je vois la différence. Quand le confinement a commencé, bon, tous les enfants à la maison, whatever, à un moment donné, quand ils se sont rendus compte que ça serait plus long, en Ontario, les profs, ils se sont démerdés. Ben oui. Les écoles nous ont appelés. Avez-vous un ordinateur? Oui. Ceux qui en ont pas, ils ont mis des bornes pour les familles à faible revenu, pour que les enfants puissent aller télécharger. Ils se sont organisés pour taponner des systèmes, trouver des... Finalement, c'était pas la super éducation. Mais les enfants, il y avait une petite liste de devoirs à faire à toutes les semaines. Ils voyaient leur prof. Le réflexe anglo-saxon du community effort, là, tu sais, là, je quand sais on pas, voit mais les levées de fonds et tout ça, là, il y a comme quelque chose... Les relations syndicales en Ontario entre le gouvernement Ford, qui déteste le lobby des métiers, c'est pas comme si c'était le beau jeu, là, puis que ça allait bien, là. C'est aussi tendu, c'est aussi difficile. Mais on n'a pas entendu cette espèce de « je me moi ». Puis ça m'a... Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment triste. Mais les enseignants, les enseignantes, quand même, contestent un peu la suprématie de M. Mallette. Je veux dire, parce que quand on compare... Il y en a. Pas de, tu sais. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un gouvernement au Québec qui a dit que l'éducation était une priorité. C'est vrai. On peut... Là, je dis pas que le plan de M. Legault, c'est le bon, là. Mais juste de dire, avez-vous, là, faut faire mieux. Pourquoi? Pour le bien de nos enfants, ces gens-là sont pas capables, de part et d'autre, de trouver une façon de nouer un dialogue. Je trouve ça malheureux. Ça me déprime. Alors ton zéro.
Non, vas-y, toi d'abord. Non, toi. Non, c'est parce que là, tout à l'heure, je me suis fait dire que je brimais ta liberté d'expression. Non, vas-y, toi, parce que moi, je suis pas sûr encore. Vas-y. Mais là, tu penses que tu vas le changer. Le passé est en mouvement. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de le changer. Ben moi, mes gros zéros, parce que c'est un zéro collectif, c'est les covidios, les complotistes, les anti-masques qui ont fait passer leur intérêt individuel, leur j'ai le droit, leur liberté avant le bien collectif. Puis tu sais, en temps normal, quelqu'un qui dit « Je pense juste à mon nombril, puis je m'intéresse pas à la collectivité, puis je m'en tape des conséquences de mes gestes », ça peut avoir des conséquences, mais minimes. Mais en période de pandémie, quelqu'un qui dit « Moi, je m'en fous de porter le masque, moi, je vais aller à la place Rosemère danser, moi, je vais aller faire du karaoké, puis je vais postillonner sur tout le monde », ben c'est une question de vie ou de mort, puis c'est plus drôle. Et moi, les covidios, là, je les ai en travers de la gorge et ça a été vraiment pour moi les pires crétins qui se sont exprimés sur toutes sortes de... Non, mais vraiment des cabochons. Des cabochons et le cabochon en chef, Alexis Cossette-Trudel. Je veux dire, l'élection aux États-Unis, la raison pour laquelle il y a eu une flambée de cas de COVID en Europe, c'est comme par hasard arrivé à la fin du mois d'octobre, justement pour faire peur aux gens parce que l'élection aux États-Unis s'en venait. Tu t'arraches les cheveux en disant, mais à quoi ils pensent ces gens-là? Mais vraiment, les covidios là, qui ont décidé qu'ils allaient cracher à la face de tout le monde puis qu'on s'en fout d'attraper la COVID. Encore aujourd'hui, je lisais quelqu'un sur les médias sociaux qui disait « Moi, il n'y a personne dans mon entourage que je connais qui a la COVID, donc la COVID n'existe pas. » Ben voyons. Hey, c'est quoi? Oui, t'as 5 ans. Raisonnement de tu te mets les yeux devant la main devant les yeux. Jeff Fillion a écrit sur Twitter « Tu fermes la télévision, la COVID n'existe plus. » Ben oui, c'est une création des médias. Comme si c'était une création des médias, ça n'existait pas dans la vraie vie. Mais parlant d'animateur radio, moi, je t'écoutais, Sophie, puis je te jure que je suis sincère, je me suis dit, ben moi, je vais remercier Éric Duhem d'endiguer le mal, de leur donner un véhicule d'expression, de devoir, il va dealer avec ces gens-là, de toute évidence. Il va devoir les discipliner pour dire, arrêtez-moi ça, c'est délire-là. Au Parti conservateur, ouais. Du Québec, oui. C'est-à-dire que son choix... Évidemment, son caclon de base pour aller chercher des membres, ça va être ça. Mais quel piège! Éric avait un trou gros, comme un piège à hausse devant lui, puis il est tombé dedans. C'est-à-dire qu'il a commencé sa campagne en gueulant contre la dictature sanitaire. Là, il va se ramasser avec tous les coups. Oui. Et non, mais là, il va être pogné comme Maxime Bernier, oui, qui s'est peinturé dans le coin, avec toute une petite gang de bozos. Alors que ce que Éric aurait dû dire, c'est que, regardez, c'est la preuve qu'on a besoin du privé en santé. Le système de santé est débordé, blablabla, puis arriver avec des arguments... C'est pour ça que moi, je le remercie Arriver avec des arguments logiques... De libertarien. Parce qu'il y a des questions légitimes à se poser sur la gestion de la crise. Mais sauf qu'il a parlé de dictature sanitaire, et là, il va se retrouver avec plein de gens que tu veux pas avoir comme amis. Mais pour engager Lucie Laurier comme ministre de la Santé... C'est comme une forme de détresse derrière ça, non? Ah ben oui, mais... à ce moment-là, c'est la comme Mathieu Bock. Mathieu Bock a écrit ça. C'est des gens qui sont en détresse. Non, c'est des idiots. C'est des imbéciles. Regarde, Sophie parlait d'Alexis Cossette-Trudel, de toute évidence, il a toute sa tête. Quand même, en termes, il est éduqué, il est érudit. Oui, il y a des diplômes universitaires, là. Pas des débiles légers. C'est des gens qui croient à toutes sortes de complots et tout. Ben, je veux dire, ils ont... Je pense pas qu'on peut dire... C'est pas un manque d'intelligence, là. Ben, Christy, ils ont vu un reportage de gens qui sont... Non, mais ils sont ils évoluent dans une réalité. C'est la réalité parallèle. C'est le même problème que Trump. Où 56% des gens qui ont voté pour lui pensent qu'il a gagné. Ces gens-là évoluent dans une réalité parallèle. Ouais, mais c'est grave, ça. On est sur un film de science-fiction, là. Y a-t-il quelque chose dans l'eau? Non, il n'y a pas quelque chose dans l'eau. Mais les covidios, là, qui disent, moi, je crois pas à la COVID parce que je connais personne qui l'a eu. Fait que là, tu leur dis, ben, les publicités là, du gouvernement où ils ont donné la parole à des vrais individus, des gens, là, des hommes, des femmes qui ont eu la COVID, qui ont des séquelles, ça va rester pour le restant de leur jour. Francis Brizard, là, le premier qu'on a vu à la télévision, qui avec a courageusement accepté, avec la trachéotomie qui a accepté. Mais comment ils ont réagi, les complotistes, les covidios, en disant, ben non, c'est un comédien. C'est pas un comédien, c'est un vrai... quelqu'un qui l'a vraiment eu. Après ça, ils ont dit, ouais, mais là, c'est organisé avec le gars des vues parce que finalement, il n'y a pas vraiment eu une trachéotomie. Hey,
Je lui parle régulièrement à Francis Brizard. Il a été harcelé, il a été intimidé par les covidios. Oui, mais c'est comme Alex Jones aux États-Unis qui a fait croire à ses auditeurs que les parents de Sandy Hook, la tuerie là où les petits enfants dans une garderie, que tout ça c'est un coup monté puis que les parents c'est des acteurs là. Pour la cohésion de nos sociétés, il va falloir trouver une solution à ce problème-là. Parce que c'est un gouffre qui ne fait que s'accentuer et dont on voit les ravages. Avant, c'était des coucous, tu sais. Mais on voit l'effet que ça a sur une société. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On voit ici au Québec la danse de Saint-Guy à Rosemère, les manifs anti-masques. Même les gens... oui, la danse de Saint-Guy, c'est excellent, ça. Non, mais les gens là, qui menacent d'aller rentrer dans un hôpital, là, aller montrer que... Ça fait peur. Alors, j'ai aucune idée c'est quoi, mais il faut apporter... Il faut que les gouvernements, à un moment donné, trouvent une solution à ces problèmes-là. OK, mon zéro. Oui, c'est quoi ton zéro? Parce que peut-être tu l'as changé depuis tout à l'heure. Ben oui, c'est vrai. Il a la pensée mobile. Et j'ai ton zéro 2020. OK. Je vais fort un peu. Zéro est un jamais. Mot. Zéro, jamais. C'est un homme tellement nuancé. Zéro est un mot fort. OK. Mais vous allez voir. Bon, j'ai un journal à Montréal, jeudi le 5 mars. D'ailleurs, j'en ai un autre. J'en ai un autre ici. C'est fourniture de bureau de lit. 10 mars, si tu fais le front, Emmanuel. Ah, mais mon Dieu. Jeudi le 5 mars. 2020. Québec demande à ses citoyens de ne pas porter de masque. 5 mars. Arruda. Donc, ton zéro, c'est Dr Horacio Arruda. Il a travaillé très fort. C'est quelqu'un qui a pas compté ses heures. C'est quelqu'un, je pense, qui prenait le Québec à cœur. Je vais loin, mais ce n'était pas l'homme de la situation. Au début, peut-être, parce qu'il était là, c'était le mononcle sympathique pour nous dire tout est en contrôle et tout. Mais à un moment donné, Christy, on a dit non à des gens qui étaient autrement plus qualifiés que ça. Madame Joanne Liu. Bien sûr. On s'en parlait, je pense, une fois, qui était sur le terrain pendant 30 ans, qui a combattu des pandémies, dont l'Ebola. Elle était là. Elle est revenue au Québec. Elle était prête. Elle s'était mise en réserve de la République, comme on peut dire. Ben oui. Et on a dit non parce qu'elle était ingérable, elle était incontrôlable. Puis on a pris M. Arruda et M. On dit. Certaines personnes une autre femme de talent forte qui est ingérable et incontrôlable. Ben oui, c'est ça. C'est exactement. Puis là, M. Arruda, je suis désolé, là, il est en retard sa ventilation, il est en retard ses masques. Ça, c'est vrai. Moi, je le répète à chaque fois. L'affaire de la ventilation, là, ça n'a aucun sens. Mais non seulement ça, mais le nombre de flip-flops qu'il a fait. Moi, je trouve que ça ne sert personne qu'il soit sur la même tribune que le gouvernement, parce que c'est la prérogative du gouvernement de décider. C'est pas lui qui est responsable, c'est le premier ministre du Québec. Là-dessus, les autorités de santé publique demandent aux Québécois de cesser de porter des masques. Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. Alors qu'il y a plusieurs années, l'Institut national de santé publique disait que la meilleure chose lorsqu'arrive une pandémie, c'est de porter un masque, que ce n'était pas une solution miracle. C'était la première chose à faire. Ça, c'était il y a 10 ans, un rapport il y a 10 ans, à l'époque du SRAS et tout ça. Alors que l'OMS était là-dessus, tout ça. On était en retard. Je dis, c'est quand même lui qui a dit, faut pas porter de masque. En plus, c'est parce qu'il en manquait, puis il nous le disait pas, là, qu'il en manquait. Ouais. Il nous le disait, ça, là. J'avoue que ça, c'est pas mal, c'est le fil blanc qui dépasse. Mais je suis très d'accord avec toi qu'Horacio Arruda, à maintes reprises, il aurait dû céder sa place à quelqu'un d'autre. Ne serait-ce que pour mieux communiquer l'autorité du bon docteur ou de la bon docteur qui aurait pu être Joanne Liu. Je suis d'accord avec toi. Ceci dit, sur les masques, moi, je trouve que je te trouve sévère sur cette déclaration-là du 5 mars par rapport aux masques parce que la science, à l'époque, n'avait pas précisé que c'était... Mais non, je peux te sortir plein de textes, c'est ça. À Taïwan, à Hong Kong, tout le monde porte le masque là-bas depuis 500 millions d'années. Mais il y avait quand même... Il y a un tas de pays à l'époque qui l'Institut national de santé publique du Québec
disait en cas de pandémie, la première chose qu'il faut faire, c'est porter le masque. Ça, c'était en 2005, je pense, ou 2006, qu'ils ont écrit ça, un rapport. Oui, mais c'est parce qu'à l'époque, Arruda opposait le port du masque à de meilleures mesures sanitaires comme 2 mètres de distance. Non, il nous mentait. Non, il manque de il y avait une pénurie de masques, c'est tout. Ah oui, non, ça, je sais. C'est la seule affaire. C'est la seule affaire. Ils ont dit, là, ça donne un faux sentiment de sécurité. Non, mais de toute façon, au-delà de ça. Moi, là où j'en ai, puis je pense que face à la fatigue générale du public, c'est qu'on en est encore, malgré les efforts de tous ces hauts fonctionnaires. Madame Tam à Ottawa, Dr. Nou, Arruda, Bonnie Henry en Colombie-Britannique. Ben oui. On a encore l'impression que c'est de l'alchimie, cette affaire-là. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que M. Arruda ne lit pas vraiment la littérature scientifique. J'ai l'impression. Mon feeling, et je parlais à ma chouffe, épidémiologiste, et qui disait aussi... Il n'a pas l'air d'être au fait, vraiment. Voyons. Oui, je te dis. Écoute, mais Amir Kadir dit la même chose. Le masque, ça fait très longtemps que les spécialistes le disent. Mais la ventilation, Richard, à un moment donné, en septembre, je pense que c'est en septembre, j'espère que je me trompe. Au mois de juillet, je faisais de la peinture chez nous, au mois de juillet, et il y avait une ligne ouverte sur les nouvelles conclusions. Concernant la ventilation. En juillet, il y avait 230 scientifiques qui avaient publié une lettre ouverte disant que le nerf de la guerre dans les milieux fermés, dont les écoles, c'était la ventilation. Mais au mois d'août au Québec, au mois d'août ou au mois de septembre, Amir Kadir et tout un groupe de médecins, de scientifiques ont dit l'importance de la ventilation. Alors, comment ça se fait que des semaines et des semaines plus tard, le docteur Arruda n'est pas encore là. Et l'autre problème avec docteur Arruda, je m'excuse, c'est maudit. La semaine avant, là. Non, mais quand il est parti en vacances au Maroc, il était là pour un congrès, mais il est resté pour passer des vacances. On parle de février-mars. Il n'y en a aucun, au bout d'un an, là, il n'y en a aucun qui a un dossier parfait. Puis ça illustre à quel point personne ne s'est jamais intéressé à ces enjeux de pandémie. Absolument. On pensait que ça ne nous arriverait pas, puis tout le monde s'est fait prendre les culottes à terre, et là, tout le monde rame. Mais il y en a pas moins que moi, si j'étais le gouvernement, je suis surpris qu'on se soit privé de meilleurs agents de communication de santé publique que Horacio Arruda. Ne serait-ce que pour mieux faire passer les messages. Moi, j'en reviens pas qu'on a dit non à Mme Joanne Liu. Ah, ça, c'est clair. Inimaginable. Non, ça revient pas. C'est une sommité internationale. Ouais. N'importe quel pays aurait adoré l'avoir dans son équipe. Et on a dit non, on jette nos choux gras. Ouais. Et comme tu dis, une autre femme supposément ingérable. Ouais. Là, tu dis pourquoi le gouvernement voulait avoir quelqu'un qui était comme un peu une marionnette qui le faisait parler. Docile, au niveau des communications. Et un problème que j'ai avec M. Arruda, c'est que il fait partie de l'appareil. Dr. Arruda, il fait partie de l'appareil gouvernemental. C'est un sous-ministre. Hein, il est en dessous du sous-ministre. Donc, moi, je trouve que le directeur de la santé publique devrait faire peut-être des points de presse, peut-être moi, je trouve à part que le premier ministre. Je sais pas, peut-être trop tatillon. Quoi. Mais moi, je comprends que M. Legault, au début, a voulu s'appuyer sur la santé publique pour dire, voici, j'ai des mauvaises nouvelles, voici ce qu'on doit faire. Le docteur est là, il va nous dire. Non, mais c'est très utile au début de la pandémie, mais je pense que pour la deuxième vague, dans un contexte d'un électorat qui en a ras-le-pompon, exact, de gens qui sont plus informés, plus sceptiques, il aurait fallu comme profiter de l'été pour avoir une approche beaucoup plus axée sur les données. Toutes les salles de presse au Canada sont capables de générer des graphiques 3D, de je sais pas quoi, de toutes les tendances. Pourquoi nous, on n'a pas ça facilement accessible? Les écoles. Pourquoi c'est pas de ça qui nous parle? Emmanuel, tu as raison. Parce qu'au début de la pandémie, là, la première vague, on était comme... Mais on est tous devenus des experts en courbe, hein? Puis en graphique. Non, mais on a tous suivi ça. Aplatir la courbe. Non, mais j'ai 25 favoris dans ma liste COVID sur mon navigateur. Le mononcle gentil et sympathique à la deuxième vague, là, non. Donne-moi les chiffres, montre-moi les graphiques. Non, mais écoute. Et il y a plein de ratés comme ça. Là. À un moment donné, on va faire le bilan une fois que ça sera fini. Alors, je trouve ça très intéressant que ton zéro, tu l'aies changé, parce que ce qu'on avait écrit ici comme zéro... ça, c'est pas fait. Tu as mis Dr. Arruda, mais à l'origine, c'était l'Université d'Ottawa. Le recteur de l'Université d'Ottawa, j'avais mis. Parce que ça a été quand même... Bon, c'est sûr que c'est pas une question de vie ou de mort, mais toute cette question-là, je pensais pas, en 2020...
voir le jour où un professeur serait suspendu par les autorités universitaires pour avoir prononcé un mot considéré imprononçable, mais pour l'avoir prononcé dans un contexte académique pour expliquer une situation à ses élèves. Alors, moi, ça me surprend pas. Ah ça ouais? te surprend pas? Canada anglais, il y a 3 ans, Ah, explique. une professeure à l'université de Waterloo a été suspendue pour avoir montré dans un cours une vidéo d'un prof de l'université qui s'appelle Jordan Peterson, tu sais, dont vous avez entendu parler, qui est prof de psycho, assez à droite aussi. Mais brillant. Qui contestait la loi sur L'identification des personnes l'identité non de binaires. genre Ouais. et la façon dont c'était rédigé dans le code d'éthique des avocats du barreau de l'Ontario. Tu sais, c'est une affaire, là, comme, tu peux pas être plus pointu que ça, là. Ouais, t'as la Et ville de près, donc, là. il avait été contesté. Elle a montré un de ses vidéos dans un de ses cours et elle a été suspendue. Alors, je peux pas te surprendre que 2 ans chargée de après... Ouais. Ben, tu pourrais dire qu'elle a fait de la provocation comme Samuel Paty. Mais Non, c'est des adultes universitaires. Ce ne sont pas des enfants de 13 ans. et pour revenir à 2020, il y a une chose, et là, je pense que ça va te faire plaisir parce qu'on se parle régulièrement à l'émission, puis tu reviens souvent avec ça. Je pense 2020, tu sais c'est quoi le MSG dans les restaurants chinois? Glutamate Le monosodium. de sodium. Le monoglutamate, Ça accentue les saveurs. Et ça accentue les saveurs. Donc, 2020 a accentué les problèmes qu'on avait au Québec, qui sont rendus, par exemple, que les CHSLD étaient le maillon faible du système de santé, on le savait depuis longtemps, mais ça l'a accentué. Les inégalités sociales, t'en parles souvent, la pauvreté, ça l'a comme accentué. Et les écoles tombaient en ruine. Que les écoles Absolument. n'allaient pas bien puis qu'il n'y avait pas les problème bons de systèmes de ventilation. C'est des problèmes qu'on avait déjà. Mais avec la pandémie, ça a comme mis du MSG là-dessus. Une belle image, Ça met mon le mari. C'est contraste. pour ça que je t'ai épousé il y a 18 C'est très ans. culinaire. Pourtant, à ce qu'on sache, il ne cuisine pas beaucoup. Non, mais même s'il cuisinait, il ne mettrait pas du MSG. Ah, c'est vrai. Mais c'est plutôt, vrai, t'as bien quand- raison. Quand il appelle pour se faire livrer, des fois, il y a du MSG. Mettez-moi du MSG, je veux que ça goûte plus. Mais on connaissait ces problèmes-là, comme la DPJ aussi, Ben là, oui, qu'il y a eu des t'as problèmes raison. à Granby et tout ça, mais c'est des problèmes qu'on connaissait un peu de Bien la sûr. DPJ qui avait été avalée par un On ne énorme peut pas système. soustraire tout ça, là, 1300 cadres d'un système. Oui, mais on ça a des veut, conséquences. on veut tout l'État. On veut qu'il s'occupe de nos enfants. Au Québec. On veut qu'il soigne nos aînés. Le gouvernement. Ben, Oui, c'est mais normal. alors, C'est une il république. faut- Nous, on il n'est pas des faut- Canadiens. Il faut s'occuper des enfants défavorisés. Ça prend la DPJ. Ça prend un bon système d'éducation, parce qu'il faut que nos enfants aient des jobs et qu'ils deviennent riches. Ça prend un bon système de santé, puisque si on est malade, on veut se faire opérer. Ça prend des bons CHSLD, puisqu'on veut pas s'occuper de nos parents, fait qu'on va les parquer là-bas. Puis après ça prend... mais aussi, il faut baisser les impôts. Puis, je veux dire... Mais on c'est veut fait le notre beurre, statut. Je l'argent veux du dire, beurre on est des et, Nord-Américains, mais des républicains français qui vivent en terre d'Amérique. C'est ça qui fait notre différence. T'as tellement raison. Actuellement, peut-être que on souffre de cette comparaison-là, de cette situation-là. Peut-être que dans une autre phase de l'histoire, on va en tirer notre épingle, notre épingle. On va tirer notre épingle du jeu. Tu sais? On a un statut différent. On a une pensée républicaine au Québec. Tu sais, souvent, à Ottawa, je me suis bataillé là-dessus pendant des années, puis t'étais là, puis tu l'as vu. Ouais, mais non, t'étais tout doux. Oui. Non, mais c'est que actuellement, on dirait que t'as pas le choix. Si tu défends la distinction du Québec, ben il faut absolument que tu sois au bloc. Non, c'est la nature des Québécois. On est différents. C'est pas une question de séparatisme, c'est une question reconnaissez notre différence. Elle peut s'articuler avec une frontière puis un péage à 417. Oui. C'est pas un défaut ni une qualité, c'est une caractéristique. On n'est pas mieux, on n'est pas moins bien, on est juste nous, puis c'est Et on correct est de le tellement reconnaître. unique. Un des événements aussi qui a marqué 2020, c'est toutes les accusations de racisme envers le Québec. C'était exacerbé, là. Vraiment, moi, ça fait longtemps. Plus qu'avant? Ah oui, moi, j'ai trouvé, là, c'est vraiment, là, on était raciste, on était fermé, on était intolérant à cause de la loi. Si tu ne dis pas que le racisme est systémique, t'es raciste. Je veux dire, ça arrête plus là depuis quelques mois. Ce n'est que ça, que ça. Il y a une que nuance ça. qui a été perdue, moi, je pense, dans ce débat-là, malheureusement. C'est que racisme systémique et discrimination systémique, c'est pas la même chose.
Puis ils sont mélangés dans le débat public, puis ça n'aide pas à éclairer le débat, je trouve. Et quel est le mot exact utilisé dans le rapport de la communauté, le rapport vient sur les communautés? C'est racisme. Racisme. En ce qui concerne Mais les pas Autochtones. systémique. C'est racisme institutionnalisé. Oui. Oui, Oui. c'est vrai, t'as C'est Il y a vrai, une raison. nuance vraiment intéressante ici. Oui. Toute une question On est dans de la nuance. finesse des mots qu'on accole à un Mais c'est concept. quand même, moi, je trouve que c'est une des choses vraiment importantes qui s'est passée en 2020. Joyce Echaquan. C'est Joyce Echaquan. Il y a eu un Il y a un avant puis un après. réveil au Québec sur le fait qu'il fallait se préoccuper de la question autochtone, pas parce que c'était gênant de pas s'en occuper. Tu sais, c'est comme, OK, il faut s'occuper des Autochtones. Ah, faut la réconciliation. Ils sont allés dans les pensionnats. Mais il y a comme le décès de cette femme-là a fait comprendre, je pense, à une grande partie de la population la profondeur de l'injustice C'est vrai. que ces gens-là y vivent. Ça, j'espère que ça ne sera pas perdu. C'était comme le vidéo de Rodney King, qui est la première fois où Oui. les Américains On voyait la violence c'est envers que les tous Noirs. les Noirs aux États-Unis savaient, C'est vrai. mais que c'est la première fois que les Américains blancs voyaient ce que c'était vraiment que se faire tabasser par la police. C'était là. Puis je pense que c'est la même chose. Il y a comme Ouais. un wake-up call. Là, en Mais ça a été regardant l'année de Joyce Echaquan au Québec et l'année de George Floyd aux États-Unis. Donc, tu parles de Rodney King, mais ça, c'était il y a plusieurs années. Cet été, c'était vraiment l'affaire George Floyd qui a vraiment aussi réveillé du monde. Oui, mais là, tu as toute une gang de militants antiracistes qui, à les entendre, nous autres, on est comme dans le Mississippi, puis George Floyd, ça nous regarde. Non, nos policiers sont pas comme les policiers américains. Je suis désolé, là. T'es-tu déjà fait arrêter aux États-Unis par excès de vitesse? T'as peur en tabarnouche des polices, là. Peu importe ta couleur. Il mesure 10 pieds, puis il pèse 600 livres, là. Ouais. C'est vraiment, là, attends une minute, là. Parfait. C'est pas nos policiers à 4 pieds 2 mouillés, là. Tu sais? Ouais. Et un des derniers événements de l'année 2020 qui était marquant au début décembre, c'est la croustade aux pommes d'Emmanuel Ah non, Latraverse. elle est hallucinante. Ça, c'est un événement marquant, ça. C'est ce que j'espérais d'ailleurs. Alors, Ça va. on reçoit la visite de quelqu'un C'est bon. d'extrêmement important. Attends une seconde, Mathieu, parce qu'il faut que je te présente. La raison pour laquelle on est réunis ce soir et la personne qui a eu l'idée de ce balado, c'est notre patron, notre ami, notre collègue, Mathieu Turbide. Ah bon? C'est grâce à toi, Mathieu, que DQVS existe, que Devine Souper existe. Et Mathieu aussi, le gars derrière Cube Radio. Et c'est vraiment une belle aventure professionnelle, vraiment. Quand vous nous parlez de ça au tout début, toi puis d'autres personnes, j'étais très sceptique, mais finalement, ça marche, puis on a bien du fun. Ben oui, Fait que, mais dans le fond, tu sais, l'idée là-dedans, c'est que aujourd'hui, les informations, les opinions, les contenus, tout transite par le numérique. Donc, on dit Cube Radio, c'est un clin d'œil parce qu'on n'est pas sur la radio, c'est pas une vraie radio dans le fond. Ce qu'on fait, c'est du contenu audio, on fait des podcasts, on fait des balados, on fait des émissions sur le numérique, et le contenu finit toujours par trouver son public. C'est ça qui est bien, parce que le podcast que vous faites, on voit semaine après semaine, il est de plus en plus écouté. Les gens apprennent à découvrir des contenus audio d'une autre façon que la simple radio traditionnelle qu'on ouvrait dans le salon ou qu'on ouvre dans la voiture. Donc, on est très, très content de cette aventure-là de Cube Radio. On a maintenant aussi une petite sœur avec Cube Musique, où on a un service de musique en continu qui met de l'avant la musique du Québec, mais pas que. Donc, on a toute la musique. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on veut être un espèce de rempart face à d'autres géants qui sont là dans la distribution. Cube, on veut se battre contre les grands géants de l'informatique. C'est pour ça qu'il y a eu Cube Musique. Et bon, je vais le dire parce qu'ils sont trop humbles. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Cube Porn s'en vient. Alors, Cube Porn avec du talent québécois, des fesses. Plus du monde des connu fesses québécois. Mais là, Richard Martineau, des bonnes fesses de chez nous. Cube Porn. On est super contents là-dessus. Ça marche même pas ta blague, elle marche même pas parce que déjà, Pornhub a été créé à Montréal. Ben Tu oui. le sais. Non! C'est déjà très montréalais. C'est Montréal. D'ailleurs, Pornhub, t'as juste changé une lettre, tu enlèves le H, tu mets un Q à la place, ça donne Porn Cube.
Là, je vais vous poursuivre en diffamation, vous deux. Alors, Cube Porn, vous allez peut-être être amené à un moment donné à collaborer, à participer. C'est ce qu'on se souhaite c'est pour ça, 2021. Bon, d'accord. Porn Cub, ben oui. Bon, 2021, chacun. Cube Porn. Mais toi, que je te vois pas aller là-dessus, mon amour. T'es censé avoir tout ce qu'il faut à la maison. Ça va être ma playlist. Merci. Ta croussade aux pommes est bonne en tabarnak. Ben, je t'en apporterai une autre à l'automne prochain. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.